On va essayer de savoir si arrêter une épidémie, c'est possible ou non. Alors on va voir ça tout de suite dans un nouveau scénario de l'extrême avec Eric Dortenzio, médecin épidémiologiste à l'INSERM. C'est parti. Alors je vais poser le décor pour commencer. Donc imaginez que nous soyons dans un village africain et depuis quelques jours, les villageois sont atteints d'une maladie non identifiée avec des symptômes très différents. Il y a quoi par exemple comme symptômes? Alors, il peut y avoir plusieurs symptômes au début, avec de la fièvre souvent, des maux de tête, des vomissements, des nausées. Parfois, des personnes peuvent avoir des signes hémorragiques, comme des saignements des gencives, des selles qui sont sanglantes. Et tout ça va évoluer petit à petit. Et plusieurs personnes vont être contaminées, notamment chez les soignants, parce que ce sont les premières personnes qui vont s'occuper des malades. Et donc, la transmission va se faire au début entre les personnes malades et les soignants. D'accord. Et alors, très rapidement, le nombre de malades augmente. On commence à avoir les premiers morts. Ça augmente de plus en plus. Donc, bon, c'est pas très joyeux, hein, mais bon, c'est ce qui se passe. Et on a plusieurs tests pour essayer d'identifier la maladie qui reviennent négatifs. Alors, là, l'épidémie a commencé. Ça y est, c'est parti. Il va peut-être être temps d'agir et d'essayer de trouver une solution. Alors effectivement, ce qui se passe souvent au début des épidémies dans les villages africains, parce que c'est souvent les foyers et le berceau des épidémies, les laboratoires, en tout cas les centres de santé, ne sont pas équipés pour faire le diagnostic de toutes les maladies. En général, on peut éliminer le paludisme, qui est une des maladies les plus fréquentes, mais à part ça, dans les petits centres de santé, c'est très compliqué. Donc il faut qu'à un moment donné, un infirmier ou un médecin pense à une maladie qui n'est pas habituelle et pense à faire un prélèvement à un des malades et à envoyer ce prélèvement souvent en capitale, où là, il peut y avoir d'autres batteries d'examens qui peuvent être faits. Si on va plus loin, quand on parle d'une maladie hémorragique, comme on est en train d'en parler, il faut que le diagnostic soit fait dans un laboratoire qu'on appelle un laboratoire de haute sécurité, c'est-à-dire un laboratoire où le personnel est équipé pour ne pas être infecté. Et c'est ce qui se passe souvent dans ces maladies hémorragiques, et c'est comme ça qu'on a fait le diagnostic, par exemple, pour le virus en question, de la maladie à virus Ebola, on peut la nommer. Dans le laboratoire P4 INSERM à Lyon, par exemple, c'est un laboratoire qui est équipé. On appelle ça un laboratoire P4 parce qu'il est équipé pour recevoir des agents pathogènes très contagieux et hautement mortels. Donc souvent, c'est 50 à 70% de mortalité pour ce genre de maladie. Là, c'est ce qu'on voit à l'image? Voilà, exactement. Ça, c'est un personnel qui travaille en combinaison sous une hôte pour manipuler des virus hautement pathogènes. Donc c'est ultra sécurisé en tout cas. Ultra sécurisé. Ok, bon alors, le virus maintenant est connu, vous l'avez dit, c'est le virus Ebola. Et depuis quelques semaines, on a mis du temps à identifier ce virus et donc les malades ont augmenté, les contacts entre les personnes aussi. Donc vraiment l'épidémie s'est propagée quasiment à tout le pays. Alors maintenant qu'on en sait plus, il est peut-être temps d'agir aussi pour avertir la population et lui donner des conseils. Exactement. Une fois que le diagnostic est fait, et quand c'est une maladie comme Ebola, il y a une alerte évidemment de santé publique. Il faut protéger la population. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les trois choses à mettre en place le plus rapidement possible, c'est d'une part de soigner et d'isoler les malades, effectivement. D'autre part, d'essayer d'identifier tous les contacts des personnes qui ont été en contact avec le malade parce qu'ils sont potentiellement aussi à risque. Et troisièmement, il faut informer et sensibiliser la population à la maladie. C'est-à-dire qu'il faut leur expliquer comment elle se transmet, quels sont les symptômes et quoi faire s'ils ont des symptômes, c'est-à-dire aller consulter au plus vite. Ça, ce sont vraiment les trois mesures à mettre en place le plus rapidement possible. Alors quand vous dites rapidement possible, c'est en combien de temps à peu près? En général, une fois qu'on a le diagnostic qui est retourné aux autorités sanitaires, dans les jours qui suivent, il faut que toute la population soit informée de cette épidémie en cours, en fait. Ok, très bien. Alors bon, maintenant que la population en sait un petit peu plus, est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver un vaccin? On a déjà essayé de freiner un petit peu en avertissant la population pour limiter le contact avec ce qui pourrait être à l'origine de notre virus, enfin du virus.
Et maintenant, est-ce qu'on pourrait profiter de ce temps pour trouver un vaccin? Alors effectivement, le vaccin est finalement l'arme absolue pour arrêter une épidémie. Donc si on a un vaccin contre le virus responsable de l'épidémie, on sera beaucoup plus à l'aise pour la contrôler en fait. Là, ce qui se passe avec Ebola, par exemple, en 2015, on n'avait pas de vaccin disponible et qui avait été utilisé à large échelle. Il y avait un vaccin qui avait été développé dans un laboratoire, mais il n'avait pas été évalué en temps réel pendant une épidémie. Donc ce qui s'est passé, c'est que des chercheurs ont mis en place rapidement un essai clinique pendant l'épidémie pour évaluer ce vaccin et pour voir s'il était d'une part tolérant, c'est-à-dire qu'il ne donnait pas d'effets secondaires dans la population, et d'autre part s'il était efficace pour prévenir la maladie. D'accord. Et alors, les scientifiques continuent le travail aussi sur le terrain après, même après avoir mis en place le vaccin? Alors, effectivement, une fois que cet essai clinique avait été mis en place en Guinée, les conclusions de l'étude ont montré qu'il était efficace à plus de 95%, mais on n'avait pas encore toutes les données. Et par exemple, actuellement, l'INSERM, avec un projet clinique qui s'appelle le projet PREVAC, continue à accumuler des données, notamment à évaluer ce vaccin chez des enfants en bas âge, à partir de 1 an, pour savoir si c'est aussi efficace chez les enfants. On est aussi en train de regarder si le vaccin a une durée de protection assez longue et à quel moment il va falloir faire un rappel. Donc on va suivre les personnes qui ont été vaccinées pendant 5 ans pour savoir s'il faut faire un rappel avant ou pas. On va mesurer leur taux d'anticorps dans le sang. On va aussi savoir si le vaccin protège très rapidement après l'avoir administré à une personne. C'est-à-dire, est-ce qu'une personne à qui on fait le vaccin va être protégée 5 jours, 7 jours, 10 jours ou 15 jours après avoir le vaccin? D'accord, donc si je comprends bien là, dans notre situation, on fait des tests pendant l'épidémie, des recherches pendant l'épidémie pour savoir si les vaccins qu'on pensait peut-être pouvoir fonctionner sont vraiment efficaces ou pas et comment, avec tous les paramètres, etc. Bon alors, dans notre cas, il y a aussi des personnes qui ont survécu quand même. Il faut quand même qu'il y ait un petit côté positif à tout ça. On s'intéresse aussi à ces personnes-là. On va essayer de savoir pourquoi elles ont survécu. Exactement. Alors, ce qui se passe dans une épidémie d'Ebola, le taux de mortalité est très élevé. C'est-à-dire que 5 à 6 personnes sur 10 vont malheureusement décéder. Mais il reste, on va dire, 4 à 5 personnes qui survivent à la maladie, qui survivent avec des soins à cette maladie. Et on a envie de savoir ce qui s'est passé chez ces personnes-là, puisqu'elles ont survécu sans avoir réellement de traitement ou de vaccin. Donc ce qui se passe dans ces cas-là, et c'est ce qu'a réalisé aussi l'INSERM en collaboration avec l'IRD et l'Université de Montpellier en Guinée, c'est qu'on met en place ce qu'on appelle une cohorte de survivants, c'est-à-dire qu'on va suivre dans le temps toutes ces personnes qui ont survécu et on va leur faire des analyses pour mieux étudier leur système immunitaire et pour mieux comprendre comment ont réagi ces personnes à la maladie et au virus. D'accord, et dernière question pour conclure, parce que évidemment vous l'avez compris, ce scénario n'est pas si fictif que ça, puisque c'est le cas de la maladie Ebola. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les chiffres principaux de cette maladie-là? Alors, cette maladie a été découverte en 1976, près d'un village qui s'appelait Yamboukou, en République démocratique du Congo. Jusqu'à ce jour, il y a eu 10 à 12 grosses épidémies. La plus grande épidémie a eu lieu en Afrique de l'Ouest, en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria en 2014-2016 et a fait à peu près 11 000 morts et plus de 28 000 cas. Donc c'était vraiment une très grande épidémie, très inhabituelle par son ampleur. Et actuellement, en République démocratique du Congo, dans une région qui s'appelle le Nord Kivu, il y a une épidémie d'Ebola qui a atteint 3000 cas et plus de 1500 décès à ce jour. D'accord, donc d'où l'importance de vos recherches. Exactement. Merci beaucoup. On continue d'en parler tout de suite, puisque je vous invite à rejoindre Axel au forum. On peut vous pouvez applaudir, Eric Dortandio, oui. Venez vous asseoir ici. Vous êtes médecin épidémiologiste pour l'INSERM et vous êtes, on va dire, spécialiste des maladies émergentes. Donc vous ne travaillez pas que sur Ebola. Exactement. En ce moment, on va dire là, dans les mois qui nous entourent, quelles sont les maladies autour du globe sur lesquelles vous gardez un œil? Alors, on garde un œil sur des maladies comme le virus Zika, qui a fait une grosse épidémie il y a quelques années.
Sur les arboviroses en général, donc Zika, la dengue, le chikungunya, ça ce sont des maladies émergentes sur lesquelles il faut être vigilant. Donc on les connaît, mais on appelle ça émergente quand même. Oui, parce qu'elles ressurgissent régulièrement, D'accord. souvent dans des territoires soit qui ont été déjà, touchés, soit pas. On l'a vu avec le chikungunya à La Réunion, c'était la première fois en 2005 qu'elle émergeait. Donc voilà, on appelle ça des maladies émergentes. Est-ce que vous gardez un œil ou alors vous surveillez l'apparition de maladies complètement inconnues, c'est-à-dire qui n'ont jamais infecté l'homme, qu'on n'ait jamais croisé, ou de symptômes bizarres, parce que vous êtes là à l'affût? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces maladies dont on parle, ce sont des maladies qu'on appelle zoonotiques, c'est-à-dire qu'elles ont un réservoir ou un hôte qui est un animal. Et à un moment donné, le virus se transmet de l'animal à l'homme avec un franchissement de la barrière d'espèce. Donc, effectivement, il peut y avoir des pathologies qui n'ont jamais été touchées, qui n'ont jamais touché l'homme, mais qui peuvent être présentes chez l'animal. Et il y a des zoonoses qui sont surveillées justement pour voir s'il y a un passage à l'homme. On peut donner un exemple peut-être. Bien sûr. En ce moment, on parle dans le sud de la France d'un virus qui s'appelle le virus Uzutu, qui touche beaucoup les oiseaux, avec une mortalité assez importante chez les oiseaux. Et on se demande si ce virus peut passer chez l'homme. Il y a eu, à ce jour, peut-être 1 ou 2 cas qui ont été décrits chez l'homme en France, quelques-uns en Europe, mais on ne connaît pas bien cette maladie chez l'homme, en fait. Et effectivement, il y a des recherches en ce moment pour comprendre la virulence de ce virus et la physiopathologie chez l'homme pour mieux anticiper une transmission chez l'homme. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que pour savoir ce qui peut nous arriver, on regarde chez l'animal parce que c'est souvent comme ça. Un virus, il n'apparaît pas, bien sûr. Il a une évolution lui aussi et il passe d'une espèce à l'autre. Là, pour le virus Uzutu que vous décrivez, quels sont les symptômes pour les oiseaux et qu'est-ce qu'on a vu chez l'homme pour le moment, si vous pouvez en parler? Alors, les symptômes, c'est difficile à dire, mais en tout cas, ce que remarquent les vétérinaires qui font de la surveillance, c'est qu'il y a une mortalité. Donc, ils vont trouver dans une espèce bien donnée d'oiseaux, des oiseaux morts. Et donc, sur ces oiseaux morts, ils font des examens, des prises de sang et analyser ce qui s'est passé. Donc, c'est comme ça qu'ils ont retrouvé du virus Uzutu. Et c'est comme ça qu'après, il y a eu une alerte. Et dans le sud de la France, certains chercheurs se sont dit, tiens, est-ce qu'il peut y avoir une transmission chez l'homme? Et donc, chez des malades qui avaient eu des symptômes à type de méningo-encéphalite, c'est-à-dire une méningite avec des signes neurologiques assez violents, ils ont testé sur ce virus toute une batterie d'hommes et un est revenu positif sur plus de 300. Donc, c'est très rare pour l'instant, mais voilà, c'est... Alors ça, c'est un cas. C'est la maladie qui peut passer de l'animal à l'homme. J'imagine qu'il y a aussi la maladie ou le virus qui peut revenir du passé, que ce soit parce qu'il était dormant ou parce qu'il a voyagé à travers les continents. Il y en a comme ça des virus que vous suivez ou des bactéries peut-être? Alors, peut-être qu'on peut parler dans ce cas-là d'une bactérie qui donne une maladie qui s'appelle la peste, que tout le monde connaît, qui est une maladie historique, qui a fait des ravages pendant le Moyen-Âge, qu'on a essayé d'arrêter avec des murs, etc. Eh bien, cette maladie qu'on croit oubliée fait encore régulièrement des ravages dans certains pays, et notamment à Madagascar, où chaque année, en fin de saison des pluies, en tout cas en fin d'année, il y a une épidémie qui se passe là-bas, et on ne comprend pas très bien pourquoi. Il y a 2 ans, il y a eu une grosse épidémie dans la capitale qui s'appelle Antananarive et qui a touché les populations dans cette grosse ville qui n'était jamais arrivée par le passé parce que ça touchait soit les hauts plateaux, soit les villages. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui est à surveiller de très près. Ah oui, bien sûr. Parce que pareil, il y a un réservoir, il y a un vecteur qui est une puce, le réservoir animal, et ça se transmet à l'homme à un moment donné. Et ensuite, il peut y avoir une transmission d'homme à homme, et c'est là où ça devient assez inquiétant. En fait. Surtout qu'on connaît les ravages qu'a fait cette maladie dans le passé sur les humains. Le dernier volet que je voulais qu'on aborde, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est les nouvelles maladies qui pourraient, et je dis bien pourraient parce qu'on n'est pas sûr, émerger à cause du réchauffement climatique. Alors il y a plusieurs manières, c'est parce que les températures changent, donc de nouveaux parasites ou de nouveaux vecteurs s'adaptent. Mais il y a un premier point, vous répondez rapidement, j'imagine, c'est on dit beaucoup que le permafrost fond. Est-ce qu'il peut y avoir des maladies qui ont infecté des hommes il y a très longtemps dans ce permafrost et qui pourraient en sortir? C'est un peu une psychose ambiante, on en parle très souvent. Dites-nous ce que vous en pensez, vous.
C'est difficile à dire comme ça pour répondre franchement, parce qu'on ne connaît pas bien la viabilité des virus qui auraient été congelés pendant des siècles et des siècles. Donc je dirais, à première comme ça, je dirais non, mais c'est quand même compliqué à trancher. On garde un œil quand même. On garde un œil, Oui. mais voilà, c'est peu probable. Bon, alors voilà, vous nous avez quand même donné votre avis. Merci beaucoup, Éric Dortandio.